va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier retour d'expérience exemplaire. Et pour ce faire, je vais appeler Jean-Loup Patriarche, qui est avec nous aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir. Architecte senior partner chez Patriarche, qui va nous parler donc d'un très beau programme, le Green Campus, transformation d'un bâtiment industriel en campus vert pour Stellantis à Poissy, neutralité carbone à l'exploitation. C'est à vous, monsieur, je vous invite à être un peu plus... Voilà. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ok, on va avancer. Ouais, ce sera plus facile. Je vais vous parler d'un projet à Poissy, dans les Yvelines, sur le site industriel de Stellantis. Et je vais vous expliquer comment nous avons approché le sujet. Si notre métier d'architecte ou d'urbanisme nous amène à nous projeter vers le futur, il me semble tout aussi essentiel de ne jamais faire injure au passé. Donc avant de parler d'architecture, puisqu'aujourd'hui on va parler d'énergie, au sens écologique, technique, réglementaire, n'oublions pas une autre forme d'énergie, celle du passé, l'énergie contenue dans les lieux, ce qu'on appelle le génie du lieu ou le déjà là, celle que l'on ne mesure pas en kilowattheures, mais qui existe pourtant dans les sols, dans les traces, dans les mémoires et dans les gestes. Car le déjà là n'est pas neutre ici. Le déjà là a vécu. Il a laissé une empreinte forte dans le sol. Vous imaginez 1938, Ford construit cette usine, puis Simca, puis Chrysler, puis PSA, devenu Stellantis. Donc une histoire d'ouvriers, une histoire de bruit, de construction, de métal, jusqu'à 500 000 véhicules par an, ici dans cette usine, 27 000 ouvriers. Il a laissé une empreinte forte dans le sol, dans le paysage, dans ses limites, dans son entourage, dans ses voisinages. Et ce déjà-là a déjà sa propre énergie. Donc, l'histoire industrielle, comme je l'ai dit, elle commence en 1938. Voilà, ça c'est le projet dont je vais parler, mais c'est important de comprendre les traces sur lesquelles on vient travailler. Hein. Donc, commence en 1938, comme je l'ai dit, Ford, Simca, Chrysler, puis PSA et Stellantis. Donc, plusieurs étapes, 1950, puis 1960, 1980, 1970, etc. Et avec cette orthogonalité qui a fortement empreint le site. Donc, il y a eu des tranchées, des puits, des réseaux, des fondations qui ont imprimé la terre, des lignes, des axes, des portées, des épaisseurs se sont accumulés. Et tout cela a fini par dessiner un maillage orthonormé, comme je viens de le dire, extrêmement puissant, qui a guidé la croissance des installations dans le temps, leur logique, leur rationalité. Donc l'usine, elle a sa propre géométrie. Et c'est précisément cette géométrie, ces traces telluriques, on peut parler de traces telluriques, que nous avons choisi de lire, de reconnaître, de transformer en ressources. Pour le projet de Green Campus, nous n'avons pas choisi d'effacer, nous avons choisi de nous appuyer sur ces traces, de les utiliser comme un support, comme un palimpseste. On a voulu lire, on a voulu comprendre et on a voulu réutiliser. Donc le projet, ce n'est pas une rupture, c'est un prolongement, une sorte de transformation, une reconversion. Soit dit en passant, l'usine fonctionne toujours, l'usine est toujours active, simplement elle a été réduite sur ce côté ouest, et c'est ici qu'on intervient en reconversion de bâtiments existants et en extension. Donc le projet n'est donc pas contre le site, mais à partir du site. Il prolonge, il réinterprète, il reconvertit. Et il tente de faire de cette mémoire industrielle, non pas un poids, mais une énergie active, une base de projet. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, vous le comprenez facilement, on a voulu déperméabiliser, puisque le sujet, c'était
de transformer des bâtiments industriels de production automobile pour partie en atelier de prototypage, en atelier de design, et puis en bureau de recherche et de développement. Donc ça nous a demandé de créer des vides, mais les vides, on les a créés sur les anciennes traces, en faisant des griffes dans le tissu industriel pour amener de la lumière dans une logique sans effet de manche, sans effet waouh, simplement. On respecte le génie du lieu et on vient se détacher. On le voit en bas à droite, comment le projet est devenu une sorte de composition élémentaire déduite du bâtiment industriel existant. Alors forcément, on a déjà commencé par déconstruire, analyser les structures existantes, toutes celles qui étaient suffisamment solides, comment les renforcer, enlever ce qui était juste nécessaire. Donc là aussi, c'est un travail très important d'analyse du site avec nos ingénieurs de structure pour être le plus efficient possible et le plus, on va dire, pertinent possible dans la récupération, dans le réemploi de tout ce qu'on pouvait réemployer. Voilà, donc on a commencé par ce bâtiment de R&D, qui est un bâtiment qui a utilisé carrément les structures existantes en les allégeant. Et de là, en créant des rues de part et d'autre pour se mettre à distance pour des questions de coupe-feu, d'usages différents, d'accès, de luminosité, on a créé une boîte de plus, mais détachée de la grande boîte du monstre industriel de Poissy. Ensuite, avec le groupe GA, nous avons construit tous les bâtiments tertiaires avec une intelligence dans le plan, on va le voir après, mais surtout dans l'idée de revégétaliser, de renaturer, d'aller désimperméabiliser le sol en grattant. On a en haut, je ne sais pas si je peux faire ça, voilà, ici, il y avait une fosse d'emboutissage très profonde, avec des bains d'huile, etc., où les tôles étaient embouties. On a gardé cette trace-là qui était, si on parle, tout à l'heure j'ai parlé de force tellurique, de force existante et d'énergie imprimée dans le sol. Celle-ci, elle me semblait tellement chargée qu'on ne pouvait pas y faire autre chose, de mon point de vue, que d'y remettre de l'espace vert. Ça a été un parc qui suit le dessin des piliers existants que l'on a conservés. Et ensuite, les bâtiments tertiaires, vous le voyez, ils sont rangés d'une manière tout à fait logique dans la continuité de l'orthogonalité du projet. Seul un bâtiment, à la demande de notre client, je reviens en arrière ici, a voulu un bâtiment un peu iconique, reconnaissant l'entrée du site, mais tout le reste sont des bâtiments très sobres, très simples, qui viennent pour répondre aux besoins du présent, mais sans doute pour d'autres besoins dans le futur. Donc on verra sur le plan ensuite comment on peut faire ça. Alors je remonte la fosse d'emboutissage. Vous voyez, c'est quelque chose de très inquiétant presque quand on le voit comme ça, hein, surtout dans cet espace sombre. Ensuite, on l'a complètement désossé, mais on a gardé les éléments essentiels en mémoire du site. Je reviens sur les bâtiments tertiaires. Souvent, ces bâtiments de bureaux, les promoteurs aiment bien mettre un noyau central au milieu, puis on met 4 plateaux, comme ça peut se louer plus facilement. Ici, on a fait un autre choix, c'est de dire on va mettre plutôt les espaces servants à l'extérieur. Quand je dis espaces servants, bien entendu, vous avez compris qu'il s'agissait des escaliers, des toilettes, des locaux techniques, de part et d'autre, et puis avoir le plus grand plateau possible pour qu'on puisse imaginer d'autres usages dans le futur. Et puis, ces bâtiments, quand ils sont comme ça en binôme, on l'a vu sur le plan masse, ils peuvent être rejoints, on peut faire un passage ici, de l'un à l'autre, si on a plusieurs services qui s'enchaînent. Donc, il n'y a pas d'exploit d'architecture, simplement, c'est une façon de penser au futur et de se dire, on ne répond pas uniquement aux besoins d'aujourd'hui, mais on pense à ce qui peut se passer dans le futur. Ensuite,
d'un point de vue constructif, puisqu'on est là pour en parler, ben, ce sont des poteaux-poutres préfabriqués en béton et ensuite des façades à ossature de bois et puis des dalles actives. Voilà. On a des brise-soleil, on a des ouvertures calculées, optimisées et puis des modules de traitement d'air en façade justement pour aussi prévoir les usages futurs, différencier tel ou tel service, tel ou tel usage, puisqu'on a aussi fait de l'utilisation prédictive, c'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer dans le bâtiment d'un jour à l'autre et on peut ajuster comme ça les consommations. Voilà. Donc l'équipe qui a travaillé avec nous sur ce projet, et c'est bien entendu le client, l'utilisateur, c'est Stellantis. Hein, Stellantis, je vous le rappelle. Donc on est parti de Ford tout à l'heure, qui est devenu ensuite Simca, puis qui est une marque. Ford est américain, Simca est italien. C'est passé chez Chrysler, qui était américain de nouveau, chez PSA, qui était français, et puis Stellantis maintenant, qui est un groupe mondial. Qui est italien, Fiat, qui est français, Peugeot, Citroën, qui est Chrysler aussi à Détroit, qui est aussi Opel, Vauxhall, je dois en oublier, Jeep, enfin, etc. Toutes ces marques-là sont maintenant ici. Et ça, il y a une certaine intelligence pour la fabrication unique des moteurs, par exemple, enfin de pertinence industrielle. C'est notre client, enfin l'utilisateur final. On avait le promoteur, c'était le groupe GA, Guéroudi-Aufèvre, dont le siège est à Toulouse, que vous connaissez, et qui a toujours eu une démarche environnementale dès le départ. Moi, j'ai travaillé dans les années 80-90 avec Monsieur Soum, qui était l'inventeur du groupe GA, qui a inventé les procédés de préfabrication, qui a inventé des fenêtres à triple vitrage déjà, avec des stores intégrés, enfin qui était toujours dans une logique d'efficacité environnementale. Donc c'était assez intéressant de travailler avec eux. Le Crédit Agricole Immobilier qui a piloté le projet, et puis un investisseur. Voilà. J'ai fait assez vite, mais je suis prêt à revenir avec vous sur des sujets de détail sur le projet. Mais ce que vous devez retenir, c'est que pour moi, ce site, ce n'est pas uniquement un foncier, c'est une opportunité de transformation. C'est un lieu chargé, un lieu de travail, un lieu de production, un lieu de mémoire. Donc, pour moi, il était aussi important de comprendre déjà là l'histoire du site, vous l'avez compris, que d'aller gratter 4 points de E+, C-, RT 2025, etc. Ça, c'est bien entendu, on est là pour ça. Mais pour moi, il était nécessaire d'avoir ce supplément d'âme qui va donner une certaine logique et une pérennité au projet, puisqu'on construit le futur en s'accrochant au passé. Donc c'était notre ambition avec le Green Campus, de prolonger cette énergie par un nouveau récit, la transition, le réemploi, l'innovation, et une nouvelle manière d'habiter et de fabriquer la ville. Voilà, on voit un peu le... Voilà, on le comprend bien sur ce plan-là. J'ai terminé. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Restez là. Du coup, peut-être quelques questions pour ce projet? Oui, monsieur? On va vous apporter un micro. Est-ce que vous pouvez vous lever, comme ça on vous voit mieux, vous présenter et nous donner votre question? Attendez le micro. Il est là, à votre... Voilà. Bonjour, monsieur Nadjem, formateur TEBDP, Greta Saint-Ouen, architecte. Donc, à quel moment on peut décider de dire que ce tissu urbain ancien, on peut le préserver ou on peut l'effacer pour en faire un nouveau? Chapeau pour maintenir l'industriel, mais qu'est-ce qu'il en est pour les vestiges et le patrimoine qu'on a historique? On en fait quoi? Alors, pour exemple, il y a une vingtaine d'années, dans mon agence,
on faisait 90% de projets neufs et 10% de projets en réhabilitation. Aujourd'hui, en 2026, on va être à 75% de réhabilitation, 25% de projets neufs. Ça veut dire que l'attitude qui consistait à faire tabula rasa, table rase, de ce qui était, elle a changé. Alors, est-ce que nous-mêmes, architectes, urbanistes, décideurs, on a fait une prise de conscience? Moi, je me suis aperçu, par exemple, on a construit tous des lycées dans les années 80-90. Je regarde les lycées qui étaient construits du temps de Jules Ferry. Ceux de Jules Ferry, on peut les garder. Ceux qu'on a construits nous, zéro intérêt architectural. C'était une course à l'effet waouh, celui qui avait la plus belle verrière plein sud, inclimatisable. J'en vois un qui rigole, je le connais. et voilà. Donc, je ne dis pas qu'on a fait des erreurs, puisque c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là, dans le contexte que l'on avait à ce moment-là. Mais réellement, on ne peut pas dire qu'on a des chances que ces projets-là survivent à la décennie ou les 5 décennies suivantes. Alors que les projets Jules Ferry, par leur sobriété, leur intelligence du plan, leur rigueur, peuvent tenir encore des siècles. Voilà. Donc, quand vous avez une trace industrielle comme ça, donc autant l'histoire humaine, c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a quand même des ouvriers tous les matins enfin même jour et nuit, puisque c'était en 3-8. Donc je ne sais pas si vous avez vu ensemble la série Peaky Blinders, c'était l'ambiance, quoi. C'est les gars, ils vont au matin, 4h du matin, avec la gamelle, et puis on va se retrouver là-dedans. On ne peut pas ignorer ça, il y a une énergie. Et on ne peut pas juste casser, quoi. Donc déjà, en plus de ça, les ouvriers sont toujours sur la partie de droite. Donc même quand on a construit, il fallait aussi penser qu'on fait des beaux bureaux pour les chefs, mais à côté, il y a toujours les ouvriers qui bossent. Donc tout ça, il fallait qu'il y ait des lieux de convergence, d'où le parc, d'où tout ça, d'où des échanges, des cantines, des restaurants qui vont permettre des échanges. Donc l'histoire du site, le déjà là, c'est une appréhension qui est au cas par cas. Il n'y a pas de recette de dire il faut garder, il faut conserver, mais au moins toujours se poser la question. En disant, c'est pas sûr que ce qu'on va faire aujourd'hui soit beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait dans le passé. Voilà, ça c'est mon approche. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Merci. Après, j'imagine qu'il faut aussi un maître d'ouvrage qui soit d'accord pour le faire et qui ait aussi l'argent, parce que quand c'est vrai sur cette réhabilitation, ça peut souvent être aussi un coût supplémentaire, surtout sur des sols pollués comme ça ou des choses comme ça. Oui, bien sûr que c'est pas toujours une économie de conserver. Ça, c'est vrai. À l'instant T, c'est pas une économie à l'instant T, mais si c'est pour faire un mauvais projet qui sera mal accepté ou accepté temporairement puis très vite délaissé, eh ben, l'économie elle repart dans l'autre sens. Bien sûr. Donc plus on fera une accroche forte, urbaine, intelligente, appuyée sur des traces historiques, plutôt que de vouloir exister en tant qu'architecte par un geste extraordinaire, ben essayons de faire de l'ordinaire, mais appuyé sur du solide. C'est mon opinion. Peut-être une autre question ? Oui, madame ? Bonjour, Antoinette Le Bouteiller, architecte. Je voulais savoir comment on transforme une fosse d'emboutissage en un jardin en pleine terre. Ça pose des questions de dépollution. Comment on reconstitue un sol capable d'accueillir vraiment la biodiversité, etc. Et combien ça coûte ? Alors, la fosse d'emboutissage, c'est une bonne question, parce qu'on se l'est posé, on s'était dit qu'on allait garder uniquement les piliers, démonter la dalle. Quand on a vu le bazar qu'il y avait dessous, on s'est dit que là, c'était une usine nucléaire, quoi. Donc on a effectivement étanché la dalle existante. On l'a neutralisée, on va dire, pour pas qu'il y ait de migration de la nouvelle terre qu'on allait mettre au-dessus avec la terre polluée du dessous. Donc on a d'abord étanché et ensuite on a nettoyé les piliers et on a rempli avec déjà des matériaux aussi en solide de déconstruction,
Donc on a réutilisé pour éviter d'envoyer des gravats sur des camions dans tout Paris. On a utilisé cette fosse comme décharge, en partie, mais avec des matériaux nettoyés sains qui étaient simplement des gravats. Et ensuite, on a fait la couche de terre végétale soignée avec toutes les couches nécessaires pour qu'effectivement on ait une végétation pérenne et capable d'accepter une biodiversité intéressante. Alors j'ai 1 minute, allez, je vais prendre une question supplémentaire, éventuellement. Non? Mais écoutez, ah si, rapide la question. Bruno, ça va pas être rapide, mais vas-y. Mais c'est pour ça que j'ai dit rapide en le voyant. La question est très rapide, la réponse, je te laisse. C'est quoi chez toi qui a fait le déclic justement pour passer de l'effet waouh à ce que tu fais là? Sur ce projet-là ou dans ma nature humaine? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis fait cette réflexion sur les lycées Jules Ferry, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai vu aussi, c'est voir ces ouvriers arriver le matin, qui eux, l'effet waouh, ils s'en tapent complètement, quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient un outil efficace, qu'on ne vienne pas les déranger, et qu'ensuite, si on peut améliorer le quotidien, ça c'est bien. Donc on cherchait à mettre de l'argent plutôt dans le paysage, dans les vides, plus que dans les pleins. Bien sûr, le plein ensuite qu'on a construit, il a son intelligence propre. Il y avait encore une vieille locomotive magnifique, puisqu'il y a la Seine et le chemin de fer, puisque c'était fait vraiment pour transporter des véhicules. Et ça, on a essayé de le respecter au mieux. Mais voilà, c'est la modestie peut-être, ou l'humilité qu'on peut acquérir quand on approche les 70 ans, Bruno. Écoutez, merci beaucoup. Merci, je propose de l'applaudir. Merci pour cette belle présentation. Merci. Et on va continuer cette session. Je vous invite les gens qui sont au fond, là, vous avez quelques places encore. Enfin, vous en avez pas mal, vous en avez là aussi. N'hésitez pas, vous serez quand même mieux installés pour écouter les conférences. Donc nous allons passer à un nouveau retour d'expérience en nous tournant vers Dakar, avec donc un retour d'expérience de logement étudiant, l'UCAD de l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, avec l'évolution du référentiel HQ en zone climatique hors de France. Et pour en parler, merci beaucoup d'accueillir Sarah